Bien. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver donc, sur cette nouvelle table ronde. Donc, aujourd'hui, donc, on a souhaité parler du Web 3. Alors, vous savez, lors de notre dernier événement du mois de juin, c'est un sujet que nous avions eu à évoquer sous l'angle métaverse, NFT, blockchain. On était dans un courant un peu d'euphorie de tous ces concepts que nous souhaitions porter, avec des lectures assez différentes d'ailleurs qui avaient été apportées. Et puis une lecture qui est celle, et j'ai demandé à Michel de revenir nous voir parce que j'avais besoin qu'il revienne, qui est le monde du gaming, qui m'interpelle beaucoup et qui, je sais, constitue un enjeu très important à la fois de notre point de vue pour les acteurs de la filière, comme il le constitue au titre des annonceurs. Mais tu sauras nous remettre l'église au centre du village, je sais, parce que tu as des partis pris très clairs sur le sujet. Mais pour autant, moi, tu ne m'as pas encore convaincu, pour tout te dire, mon cher Michel. Donc j'aimerais bien que tu puisses me convaincre. Web 3, Frédéric, alors j'ai le plaisir de vous accueillir, vous avez tous le profil de chacun. Donc Michel est CEO, donc effectivement, donc, de Keywords Studio. Frédéric Trezal-Moroz est le CEO donc, de Prodigious, qui est la structure de production Monde, donc du groupe Publicis. J'ai pas dit de bêtises. Hein, c'est parfait. Et Antoine, tu es le directeur d'innovation. Tout à fait. Avec une très grosse culture de Publicis, donc également. Donc on est ravis de vous accueillir parce que, indéniablement de notre lecture, vous êtes des acteurs qui aujourd'hui sont clés sur ces sujets-là. Hein, parce que quand on parle du métavers, c'est pas Michel qui me dira le contraire, même s'il ne va pas se convaincre surtout, il m'a convaincu là-dessus. Hein, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait du gaming, de toute façon, quoi qu'il advienne, hein, quand on est dans le gaming, le métavers, on l'a déjà fait depuis 15 ans. Donc c'est ce que me dit Michel. Donc comme ça, il règle le sujet tout de suite, d'entrée de jeu. Donc il ne va pas régler mon problème Web 3 pour autant, mais il a au moins réglé une partie du pan. Ensuite, effectivement, on est quand même pas sans savoir donc les drames qui ont eu lieu encore récemment autour des NFT, hein, donc avec les problèmes financiers et l'explosion d'une bulle, peut-être ou pas, je n'en sais rien, avec les crypto-monnaies associées. Quand on parle de blockchain, elle est adaptée à énormément de processus, malgré tout métier. On le voit dans le marketing, nous on le voit beaucoup dans le design, les développements. Et tous ces éclairages-là, j'ai envie que vous puissiez nous sensibiliser, nous évangéliser aussi sur ces sujets-là, pour qu'on mette des bons mots avec des bonnes actions. Et puis j'ai posé une question à Frédéric, il a été d'une brutalité à mon égard extraordinaire. J'adore ça en plus. Hein. Il m'a dit de toute façon, les grands champions de toute façon de tout ça, ce sera donc les grands de la tech d'aujourd'hui. Alors ça m'emmerde un peu. J'en ai pas dormi depuis que tu me l'as dit. C'est pour ça que tu as l'air fatigué, en fait. Donc, non, sans plaisanterie, je souhaitais t'entendre sur la vision du Web 3. Hein, donc effectivement, ces différentes composantes. Et bien entendu, sur le sujet qui est, je dirais, ces liens avec ces nouveaux métiers qui irriguent le monde du marketing et de la com. Et moi, quand je regarde le monde du gaming, je vois un nouvel acteur entrant sur ce marché. Donc, même s'il y a des partis pris très réservés, hein, Michel est très réservé sur le sujet, mais je sens de nouveaux acteurs. Pourquoi ? Parce que je vois les marques faire des tentatives par rapport au monde du gaming. Mais peut-être tu me confirmeras, tu me l'infirmeras. Voilà. Frédéric, ta vision. Web 3, c'est quoi ? Bah, c'est intéressant parce que il y a deux mondes. Je pense qu'il faut mettre le monde du gaming à part, parce qu'effectivement, Michel a complètement raison. Le monde du gaming est dans le Web 3 depuis toujours. Hein, on va pas revenir au... Et là, les populations qui sont dans le monde du gaming sont naturellement déjà dans cet univers-là. Et en plus, et je pense que c'est aussi un point important, parce que ce sont des populations qui ont cette culture, alors, je vais dire technologique, c'est pas vrai, mais en tout cas des parcours, de savoir, ils savent exactement comment rentrer dans ce univers, puisqu'ils y sont tous les jours, etc. Et là où je t'avais choqué, parce que je t'avais dit, oui, mais quand on arrive au niveau des marques, c'est pas le cas du tout, en fait. Parce qu'on a parlé beaucoup du Web 3. Alors, Web 3, métaverse, tout ça, c'est aussi des choses qu'il faut peut-être clarifier. Parce que oui, je pense qu'il faut les clarifier. Non, je pense qu'il ne faut pas se contenter comme ça de lancer des mots où parfois on a du mal de mettre du contenu derrière. C'est pas forcément la même chose. Est-ce que le Web 3, d'ailleurs, se
se qualifiera au final par Metaverse, on ne sait pas. Le Web3, c'est quoi? C'est la personnalisation, c'est la capacité à personnaliser des contenus par rapport à ceux d'avant, qui n'étaient que de la consultation ou de l'interaction. Là, j'ai la capacité. Et pourquoi le Metaverse, d'un coup, est lié à ça? Parce qu'on rentre dans des univers où on a la capacité, en tout cas, on peut avoir les objets disponibles pour personnaliser son propre environnement. C'est pour ça qu'on parle de Web.3. C'est-à-dire, on passe de consultation et d'interaction à je peux commencer à fabriquer moi-même mon environnement. Et c'est là où c'est compliqué, en fait, parce qu'il y a eu effectivement des effets d'annonce, et notamment il y a un peu plus d'un an, mais Antoine connaît encore mieux les dates que moi, souligne plus notamment de Facebook, quand Facebook s'est rebaptisé Meta, et qu'elle a lancé tout ça, et c'est ça qui a projeté en avant, effectivement, qui a fait un effet d'annonce incroyable, et tout le monde s'est dit, ça y est, on a le Graal. Ça y est. Et en fait, en fait, pas du tout. Toutes les premières expériences qui ont été faites sont... Alors, on ne peut pas parler d'échec, parce qu'il n'y a pas... les gens n'y sont pas allés en disant « je vais révolutionner le commerce ». Mais il y a eu... La grande majorité des expériences se sont soldées par des flops. Pas forcément parce que d'abord, comment on aborde cet univers-là. Franchement, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est capable de nous dire ce que sera le métaverse même dans un an, welcome. Il y a effectivement les acteurs du gaming qui sont sur là, et tous les autres, aujourd'hui, pour l'instant, ça n'a rien donné. Meta, pour l'instant, n'a rien donné. Horizon n'a rien donné, parce qu'il n'y a personne. Mais c'est aussi compréhensible qu'il n'y ait personne. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rentrer... je mets toujours les gamers à part. Et quand on n'est pas gamer, si vous avez essayé de rentrer sur un métaverse, faut y aller quand même. Entre la façon de se qualifier, comment on rentre, la partie techno, c'est très très compliqué. C'est très techno. C'est pas comme je prends au début des réseaux sociaux où j'avais qu'à rentrer mon nom, dire que j'avais plus de 13 ans et c'était réglé, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas. En plus, ce n'est que sur desktop. Qu'est-ce qui a révolutionné les réseaux sociaux? C'est l'arrivée d'iPhone, c'est le mobile. Parce que d'un coup, vous avez le truc dans la main et vous pouvez interagir en permanence. Aujourd'hui, Metaverse, ce n'est pas du tout le cas. Ou quasiment pas, en tout cas. Donc c'est compliqué, c'est lourd, etc. Et donc, toutes les marques qui ont essayé aujourd'hui, en tout cas, qui ont voulu avoir une approche que je vais qualifier de grand public, comme les services marketing ont l'habitude d'avoir. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que le marché n'est pas encore là, la culture n'est pas encore là. Alors, oui, mais Frédéric, malgré tout, je me suis assisté, mais on voit bien tous les annonceurs s'exciter, chacun communiquant sur de qui j'ai pris un univers dans le monde du textile, j'ai pris un univers dans le monde du luxe. J'ai acheté un terrain. J'ai acheté un terrain. Bon, les marques, c'est quand même... Vos donneurs d'ordre, c'est bien les grandes marques, c'est quand même les annonceurs, c'est quand même eux qui sont le driver donc d'une économie, et notamment l'économie de la communication, c'est le driver. Donc toi, qui est au cœur quand même d'un formidable portefeuille client au sein du groupe magnifique qui est le groupe Publicis, comment vous le vivez ça? C'est quand même une réalité ça, aujourd'hui. Ou alors ils nous racontent des histoires, ils nous racontent des histoires, mais c'est bien quelqu'un qui le fait, et est-ce que c'est prodigieux ce qu'il produit? Qui ne passe pas forcément par nous, Donc, non, mais la question... Ni par Publicis, ceci dit. Donc, mais peu importe. Mais les marques ont quand même initié l'action. Ah ben oui, mais parce que c'est toujours la même question. C'est que je lisais encore un article ce matin là, sur les marques de luxe. Tu avais deux positions différentes de deux très grands groupes. Tu en as un qui disait il faut y aller tout de suite pour faire sa propre expérience, quitte à se planter, et au moins on apprend. Et l'autre, son concurrent, qui dit mais non, moi je vais attendre que les autres aient essuyé les plâtres et j'irai après. Donc on est toujours dans cette équation-là. Nous, ce que l'on dit aujourd'hui à nos clients, c'est vous voulez y aller, ok, mais pourquoi faire? C'est quoi l'objectif que vous vous fixez là-dessus? Parce qu'au début, effectivement, j'achète un terrain, je construis un truc, et puis so what, quoi. Il y a deux pelés, 3 tondus qui se promènent, qui ont généralement 13 ans de moyenne d'âge, donc ça n'a aucun intérêt. Donc pourquoi vous y allez? C'est quoi votre objectif? C'est quoi la stratégie? Et comment vous allez y aller par étapes? Parce qu'il y a des choses aujourd'hui qui fonctionnent quand même.
Aujourd'hui, il y a, vous voulez créer, par exemple, pour une marque, un événement en invitant, en faisant un peu d'événementiel, en invitant des clients, ça marche. La partie RH est en train de se développer. Alors, tu m'en as parlé. J'aimerais que tu dises un mot là-dessus, parce que tu as dit qu'il y avait une expérience extraordinaire qui avait été conduite par tes soins, d'ailleurs, autour des RH. C'est Antoine. Ou c'est Antoine. Alors, c'est Antoine qui va nous en parler, alors. C'est Antoine qui fait les tests. C'est Antoine qui fait les tests, qui a été un très gros succès. Effectivement. Alors, excuse-moi, Michel, j'ai peut-être pas pour qu'on garde le fil. Donc, Antoine, de quoi parle-t-on là? Parce qu'il semblerait que ce soit un succès. Alors, donc, quand Frédéric me dit c'est un succès, je saute dessus. Tu vois. À quoi fait référence Frédéric? On a testé, donc, du coup, notamment, Fred parlait de Horizon, de Meta. On a testé à la fois Horizon World, qui est donc du coup le réseau social qu'ils ont créé, qui est ouvert au tout public, mais qui a besoin d'un casque. Et ils ont aussi créé Horizon Workroom. Nous, on a testé les deux. Horizon World, honnêtement, moi j'ai été j'ai eu vraiment un retour très négatif en fait de l'expérience. J'ai trouvé ça très malaisant parce que je me suis retrouvé donc du coup sur des plateformes à parler à des inconnus qui avaient donc du coup un physique et un look d'avatar du coup en low poly, donc mais avec une voix parfaite. Donc ça créait vraiment un décalage. J'avais l'impression de parler à un inconnu qui venait m'aborder dans la rue, qui portait un masque. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. On a fait l'exercice, donc du coup, avec Horizon Workroom, donc en version professionnelle, où on a le même style d'avatar. La grosse différence, et donc on l'a fait tester à toute notre équipe RH chez nous, la grosse différence, c'est que c'est le même style d'avatar, donc c'est pas encore très poussé, mais ça n'empêche qu'on connaît les gens, on est dans un univers fermé, dans un univers clos, où on est là dans un but précis qui est la collaboration. Et pour le coup, là j'étais vraiment bluffé, parce que à partir du moment où on est deux à avoir un casque VR sur les yeux et qu'on s'inscrit donc du coup dans ce cadre-là, je m'adresse à une personne donc, dont je vois son avatar, qui lui ressemble plus ou moins, ça c'est le niveau de la tech qui va évoluer et qui va s'améliorer dans les années à venir. Ça n'empêche que j'ai confiance. Et donc du coup, j'avais vraiment ce ressenti d'avoir et de discuter avec quelqu'un qui était physiquement à côté de moi. Et j'étais tout à fait à l'aise parce que c'est une personne que je connaissais. On peut faire le même pendant par rapport au début des réseaux sociaux. On se disait qu'à partir du moment où on connaît la personne, profil fermé, profil ouvert, j'échange avec quelqu'un, je le connais, donc je suis en confiance. J'échange avec quelqu'un que je ne connais pas et qui m'aborde, qui a un profil, où je ne sais pas à qui je parle, donc du coup je suis mal à l'aise. C'est exactement la même chose, mais en version démultipliée parce qu'on est dans un univers totalement immersif où on est donc du coup comme vous et moi, sauf que vous êtes à New York et moi je suis à Paris. Ouais, c'est ça. Et j'ai la possibilité de partager mon écran dans une salle de réunion virtuelle. Et là, pour le coup, effectivement, c'est bluffant. Et quand on l'a fait tester du coup aux équipes RH qui ne sont pas du tout en lien avec la tech, etc., qui découvraient pour la première fois ce type d'expérience, ils ont tous été bluffés. Ouais. Et leur point de vue était hyper intéressant parce que tout de suite, ils ont vu le côté inclusif de ce que pouvait permettre ce genre d'application. Parce que du coup, forcément, quand on se parle de RH, c'est un gros sujet qui est hyper important. Ouais. Mais pour toute la notion de handicap ou autre qui fait que l'accès au travail, l'accès à la collaboration et tout peut poser des soucis, et bien le fait du coup de casser ces barrières et ces contraintes géographiques, ça les a fait vraiment... moi, personnellement, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé parce que j'essayais de comprendre la technique et le ressenti d'un point de vue utilisateur, mais au travers de mon point de vue. Et eux se sont tout de suite appropriés. Ils m'ont tous dit quand est-ce qu'on demande à Fred d'en avoir tout ça. Donc, du coup, tu vas avoir une demande pour 500 casques VR. Tout le personnel de Produit Juste sera équipé d'un casque VR. Ah oui, c'est incroyable. D'accord. Et ça, c'est une expérience donc, là, qui a été faite donc, pour vous en interne. Ouais. Et est-ce que c'est, à partir de là, donc, vous l'avez modélisé pour que ça soit une solution pour les clients, vos clients? C'est une solution qui existe. Donc, du coup, on n'a pas forcément vocation à créer et à développer. C'est vraiment quelque chose qui est gratuit. Hein, ouais, c'est ça. Qui est gratuit et qui est mis à disposition de tous les utilisateurs d'un casque VR de Meta, qui ont juste à s'inscrire sur Meta Workroom et à créer leur univers. C'est vraiment l'évolution de Teams ou de Zoom en version immergée. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que je reprends. C'est comme ça qu'on va réussir
tu as rentré petit à petit par des applications concrètes, etc. Et puis il y a le dernier point que la question que tu m'as posée au départ, c'est sur le problème qu'on a aussi, parce qu'on parle de métaverse, mais en fait des métaverses, il y en a plein, et qui est une logique technologique. Pour ça, je te disais, on sait que les grands acteurs, les GAFAM, on appelle ça comme ça, ont commencé à se regrouper, à se réunir pour dire, écoutez les gars, maintenant, ça suffit le bordel, là, si on veut que ça se développe. Parce que pour eux, le développement, il est clé. C'est pour ça qu'on y croit. Parce que le futur de Facebook, de Twitter, c'est ça. Faut pas se... Ça, c'est une évidence. Donc ces gens-là ont besoin à un moment de se regrouper, d'établir des protocoles techno qui soient les mêmes, de façon à ce qu'on puisse facilement accéder à ça. Parce qu'aujourd'hui, que tu ailles sur une plateforme, sur Decentraland, sur Roblox, sur je sais pas quoi, Sandbox, peu importe, tu arrives à chaque fois dans des trucs qui n'ont rien à voir, des technos qui n'ont rien à voir, qui te qualifient différents, donc c'est pas possible. C'est pour ça que, enfin nous, c'est une vision qu'on a avec Antoine, de se dire, mais la clé, il va y avoir deux clés, c'est comment ces grands acteurs qui ont les moyens de réguler tout cet univers, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre? Il semblerait qu'ils commencent à le faire, en sachant qu'il y a une grande interrogation sur Apple, on entend des rumeurs, mais où certains disent qu'ils vont arriver d'un coup et pouf, ils vont rappeler la mise. Ils vont rappeler la mise, à confirmer. Et je ne sais plus le deuxième point, je voulais dire. Oui, mais alors, ça veut donc dire, encore une fois, nous, la France, bien sûr, l'Europe, bien sûr, on a perdu le combat. Donc, de toute façon, ça ne passera pas par nous. C'est pas qu'on a perdu le combat, je suis désolé de te dire, mais on est hors jeu. En fait, de toute manière, à partir du moment, ce que disait Fred, sur les moyens, il y a aussi le nombre d'utilisateurs. On compare, maintenant, je pense qu'on a la vision claire sur des Decentraland ou sur Sandbox ou autre. On compare ça avec moi, je suis atterré par voir le nombre de critiques sur les réseaux sociaux envers Meta. Mais on oublie complètement que Meta, c'est 60% de la population mondiale qui utilise les logiciels de Meta. Microsoft, c'est pareil. Donc, en fait, on oublie complètement ça. Mais à un moment donné, je rejoins ce que dit Fred, ces acteurs-là, surtout Meta, parce que quand ils voient arriver donc, du coup, TikTok qui prend de plus en plus de place, ils n'ont pas le choix. Soit ils évoluent, soit ils meurent. Donc, à un moment donné, quand on drive 60% de la population mondiale, il n'y a pas le choix, en fait, ils vont évoluer. Et donc, avec les accords qu'ils vont trouver entre eux, avec Microsoft, avec Epic Games ou avec d'autres, etc., ça va faire évoluer les choses et on va passer dans ce fameux Web3. Alors, quelle est la place de la FIA de la communication dans cet environnement? Je t'oublie pas, mon Michel. J'aimerais juste compléter par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, le terme métavers, en français ou métaverse en anglais, c'est vraiment un fourre-tout. Et c'est la première difficulté là. C'est-à-dire qu'en fait, on met tout dedans. On parle d'un métavers, non, il y en a 400 millions, et il y a peut-être autant de cas d'usage. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'exemple que tu donnais, c'est que c'est un cas d'usage qui fonctionne. Il va y avoir un autre cas d'usage dans une marque de luxe qui va créer un environnement où des jeunes de 5 à 15 ans vont s'éclater. Et comme le disait une personne très récemment, de se dire quand ils auront 18 ans, peut-être qu'ils iront acheter des produits de cette marque de luxe. Il va y avoir d'autres j'ai envie de dire, projets méta qui vont être faits pour faciliter la déconnexion. Les personnes vont se retrouver dans un environnement complètement déconnecté pour peu importe l'environnement. Ce qui est intéressant dans toute cette notion de métavers, c'est qu'en fait, on crée un univers. On reviendra sur la partie du gaming. Et c'est la conjonction, la réunion de ces différents univers dont on parlait. Cet été, il y a eu une initiative en France justement pour essayer de réunir ces différents univers pour créer des protocoles communs, pas pour lutter contre Meta, mais pour participer à cette évolution, pour essayer de simplifier l'accès aux hawks
métavers à tous les secteurs industriels. Et ça, c'est un élément qui était important cette année. Et c'est important de comprendre que le métavers en est vraiment à son démarrage. Au même titre qu'il y a 20 ans, quand on parlait du Web 1, personne n'imaginait qu'il y aurait des réseaux sociaux, etc. Là, on est en train de passer des réseaux sociaux vers un environnement totalement immersif. Et c'est ça le métavers, c'est ce côté immersif. Alors, moi, je repose ma question. Aujourd'hui, quelle est la place qui restera aux acteurs de la filière de la communication sur le Web 3 ? Parce que c'est un peu ça. On dit aujourd'hui, voilà, lorsqu'on dit maintenant, on l'a vu évoqué ce matin, très clairement, on analyse des chiffres des données des marchés, on voit la montée du digital, donc d'une façon tout à fait considérable. Et puis, quand on dit montée du digital, quand on regarde le partage de la valeur, sur le partage de la valeur, ils en prennent 90%, il en reste plus de 10% pour la filière, 80 ou 20%. Donc, est-ce que ça veut dire que la naissance de ce nouvel écosystème, si je peux m'exprimer ainsi, ne laissera, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire drivé par les grands acteurs, ces géants de la tech, et restera donc pour la filière 20% de valeur. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre ? Moi, je ne suis pas forcément aussi radical que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui, effectivement, poussent à faire en sorte que les entreprises, et notamment les grands annonceurs, soient maîtres de leur data. Et donc, à partir du moment où, effectivement, les gros acteurs vont mettre en place des outils, après, ça ne veut pas dire que des grands acteurs, français ou autres, peuvent créer leur propre plateforme, maîtriser leur écosystème, et donc, du coup, permettre justement de rééquilibrer un peu la balance pour que les GAFAM soient moins omniprésents et omnipotents. Frédéric ? C'est une bonne question. Non, mais j'ai pas la réponse. Non, mais ça me préoccupe, parce que, et ça doit nous préoccuper, me semble-t-il, parce qu'effectivement, on voit bien l'exemple que nous vivons actuellement. Sur l'arbitrage loyal, la recomposition, effectivement, des médias, on voit bien où part la valeur, où elle reste dans la filière. Et on commence à bien connaître cette chaîne de valeur. Et on voit bien qu'on est une part infime de cette valeur. C'est sur le même sujet. À partir du moment où tu ne tiens pas, tu ne maîtrises pas les plateformes, et on maîtrise, il ne faut pas se leurrer, on ne maîtrisera pas les plateformes. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, disons les choses simplement, quoi. Oui, je veux dire, moi je veux bien, mais s'il y a bien un acteur français qui va se lancer à concurrencer Meta, je ne sais pas qui, avec les milliards qu'ils mettent sur la table. Tant mieux s'il y en a, mais j'en vois pas aujourd'hui. Donc voilà. Donc à partir de là, une fois que ce constat et que tu as compris ça, effectivement, comment je vais viens dessus et comment j'ai créé de la valeur. Comment je peux créer de la valeur ? Alors je peux créer de la valeur en accompagnant tous les annonceurs, en accompagnant mes clients. Mais à la limite, les annonceurs, ils vont aller directement chez Meta. Qu'est-ce que je te dis ? Non, c'est ce qu'ils font en partie aujourd'hui. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. C'est ce qu'ils font en partie aujourd'hui. Mais après, c'est aussi toute la valeur ajoutée qu'on a en termes de conseils, de création, de création de valeur, etc., qui est clair aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est la force qu'on a, et on le voit bien, parce que nous, on est quand même de plus en plus interrogés sur ces sujets-là par nos clients, qui veulent pas et qui commencent à comprendre qu'ils veulent aussi créer, si aller là-dessus, c'est aussi avec leurs valeurs, avec leurs objectifs, et leurs trucs, et pas dépendre d'un industriel qui va leur faire les trucs, etc. D'autant plus, comme on a parlé sur que la force et la personnalisation, qui va être quand même beaucoup plus forte que ce qu'on avait avant. Donc l'exigence de valeur, l'exigence de personnalité, l'exigence de reconnaissance des marques va être de plus en plus forte. Et c'est là où finalement on a un avantage. Se pose effectivement le sujet que Antoine a évoqué aussi de la data, puisque c'est quand même on est sur des sujets qui vont générer beaucoup de données clients, etc. On connaît les législations qu'il y a maintenant. Et c'est là où on doit nous aussi aider nos annonceurs, une fois qu'ils vont commencer à aller dessus, à récupérer les données, comment les exploiter, comment les donner, comment retranscrire ça, comment nouer de nouvelles relations avec les marques. C'est là où on a un énorme rôle à jouer. Et puis après, on a un rôle aussi que je qualifierais aussi presque de fabrication. Parce que comment je crée ces univers ? Nous, on l'a déjà fait. C'est nous qui avons créé l'avatar de Publicis qui s'appelle Léon,
qui aujourd'hui, c'est Antoine, le papa de Léon, c'est son fils. Il en avait déjà, mais il est en plus le premier qui a un fils virtuel. Oui, tu as créé Léon. Raconte-nous alors, c'est quoi Léon? J'ai créé Léon à la demande de Marco Venturelli, en effet. Léon, en fait, c'est tout simplement... je l'ai produit, mais il faut quand même rendre à Marco son idée. Le point de base, c'était de se dire qu'effectivement, il fallait du coup avoir une initiative et donc du coup chercher et comprendre. Et, à partir du moment où effectivement, dès l'année dernière, il y a eu l'annonce sur les termes de métaverse, etc. Il y a eu énormément de postes dans beaucoup de boîtes qui sont créées de Chief Metaverse Officer. Et donc du coup, le constat a été de se dire que, en fait, à partir du moment où, plutôt que de créer et de recruter quelqu'un chez Publicis, on allait plutôt utiliser les forces vives, et donc qui ne sont pas juste dans un seul cerveau, mais dans plein à travers les agences du groupe. Et en revanche, pour l'incarner, qu'est-ce qui fait le plus de sens, si ce n'est d'avoir un avatar pour pouvoir être le porte-parole des équipes. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Léon, et que donc du coup c'est lui qui donc du coup incarne cette posture, et c'est lui qui délivre les messages, et c'est lui donc du coup qui met en avant les réalisations en interne des agences quand on accompagne nos clients sur des campagnes qui peuvent être liées effectivement à des campagnes qui peuvent être faites sur des plateformes de gaming, mais sur des collections de NFT ou autres. D'accord. Et le modèle économique derrière tout ça, il y en a vraiment un ou non, ça, enfin, non, il n'y a pas. Après, c'est des créations, c'est exactement ce qu'Antoine a expliqué. Après, ça permet aussi de préparer ce que je disais au début, l'arrivée progressive, de faire nos expériences. C'est intéressant parce que tu disais, Antoine, c'est du test and learn en fait. Oui, mais tu vois, par exemple, Léon aujourd'hui, si tu vas sur le LinkedIn de Publicis et que tu poses des questions sur le métavers, c'est Léon qui te répond. C'est Léon qui te répond. Donc, et c'est là où c'est super intéressant, parce qu'on crée nos bases de données, on apprend, on crée les bases de connaissances, et petit à petit, après derrière, s'il faut commencer à le monter sur une plateforme, il aura déjà... Voilà, c'est ça, on n'y va pas en disant, j'achète un grand terrain, je construis une baraque, et puis so what, quoi, qui vient, on ne sait pas, donc voilà. Et l'autre avantage, c'est aussi en communication, c'est qu'il y a la création des sens environnement, et puis il y a toute la partie création d'événements, parce que c'est un, entre guillemets, je vais utiliser un terme ancien, mais c'est un multimédia. Enfin, tu dis du film, tu peux faire du son, tu peux faire des concerts. Tu as des gros exemples de concerts, notamment. Ça, c'est des vraies questions qu'on se pose aussi. Le son, etc. Donc oui, il s'ouvre pour la filière de communication un monde. Alors, il y a plein de trucs à faire. Oui, on parlait d'événementiel également. Il faut y aller, quoi. Sauf que, voilà, oui. effectivement, si on est là en se posant la question, ah non, putain, les GAFAM, tout va prendre, et puis, par ça, il faut y aller, il faut tester, il y a des trucs qui fonctionnent, et tout est ouvert. C'est ça qui est génial en même temps. C'est comme je veux dire, je vais faire le vieux con, mais comme tu étais dans le web tout au début, c'était exactement, on retrouve exactement la même chose. Hein. Quand Internet est arrivé, on a fait des trucs, on testait, on se plantait, on repartait, on ne savait pas, puis on a appris, etc. Là, on retrouve exactement la même chose. Ouais, 20 ans après, c'est le nouveau... ce que tu me disais d'ailleurs, c'est un problème de maturité. Et les mêmes critiques. Et les mêmes critiques. En ce moment, c'est marrant, moi je suis un des responsables de l'innovation chez Meta, qui est aux US, et en ce moment, du coup, je pense que ça doit un peu le chauffer. Et donc, il balance en ce moment sur LinkedIn des archives, des réactions qui peuvent être faites quand Microsoft a annoncé du coup qu'ils allaient créer Internet, où tout le monde il est sur un plateau télé et tout le monde se fout de sa gueule. Donc voilà, c'est reste Bill Gates et on voit ce que c'est devenu. Récemment, il a aussi posté la réaction de l'ancien CEO de Microsoft quand l'iPhone est sorti, où il disait mais il n'y a même pas de keyboard, personne ne va l'adopter, c'est le téléphone le plus cher et tout. Et ben voilà. Et donc, successivement, comme ça, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc, maintenant, ça avance tellement vite et de manière tellement crescendo que tout à l'heure, en introduction, on disait qu'effectivement, c'était débile de faire un bilan au bout d'un an. Quand Mark Zuckerberg a fait son lancement il y a un an, il a donné un plan sur 10 ans. Sur 10 ans, mais c'est énorme. C'est énorme, 10 ans. Et on le juge au bout de 6 mois.
bon, bah, en fait, il faut juste... voilà. Après, est-ce qu'il aura... Nous, quand on disait au début qu'il n'y a personne sur Horizon, c'est pas une critique. Hein. Oui. On dit oui, aujourd'hui il n'y a personne, mais peut-être que dans 2 ans, ce sera blindé. Et que, tu vois, donc c'est ça. Mais du coup, comment tu accompagnes le truc, tu vois, donc, Exactement. Michel, alors le gaming, donc je crois qu'effectivement il faut revenir un peu sur ces sujets-là. Là on voit encore, je le disais pas plus tard qu'hier, ou avant-hier, tu allais dire comme moi d'ailleurs, qu'aujourd'hui les annonceurs commençaient à s'intéresser au gaming. Dire, bah, tiens, cette fois-ci, donc c'est moi qui ai raison. C'est pas Michel. Donc en fait, ils s'intéressent au gaming. Bon, quelle est la réalité de ça? On a bien compris également le gaming, et ça on l'avait évoqué, on l'avait évangélisé. On avait dit de toute façon, effectivement, le métavers, c'est le gaming, voilà. Bon, il y a 15 ans. Bon, aujourd'hui, quelle est la lecture que tu portes de ça? Quelle est la place du gaming dans cet écosystème? Et quelle est la place également du gaming dans le monde de la com en tant que tel? Puisque à partir du moment où les annonceurs commencent à s'y intéresser, c'est qu'indéniablement, c'est un secteur d'activité qu'ils ont envie d'adresser. Ils ne viennent pas là simplement pour faire de la promenade de santé. Quelle est ta position là-dessus? Quelle est ta vision là-dessus? Et puis, il y a une autre vision sur laquelle je voulais avoir ta lecture, c'est aujourd'hui tu dis, on a besoin de convaincre le marketing que le gaming est une vraie solution de création de valeur pour nos entreprises respectives, et on doit sensibiliser les annonceurs. Mais il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu m'as raconté? Et puis là, tu as posé 10 questions dans 2, donc je vais tâcher d'en répondre au moins à 5. Je vais commencer par la fin sur la partie marketing dont tu parlais, sur le fait de convaincre les annonceurs, mais je pense que c'est un domaine que Frédéric maîtrise particulièrement. La difficulté que l'on a en général avec les annonceurs, c'est qu'on se retrouve un peu le cul entre 2 chaises, entre vouloir montrer le produit et vouloir véhiculer une image, une marque, un message. Et donc ça, je pense que c'est la difficulté auquel toutes les agences de communication doivent faire face. Il y a une sorte d'arbitrage et il y a des boîtes qui arrivent à construire leur marque dans la durée sur certaines, grâce à la récurrence de messages. Ça peut être le message peut être, et je vais me rapprocher du cinéma, le message peut être porté par une culture cinématographique, la musique, le texte, la récurrence du texte, le type de pellicule, etc., etc. Ou alors fond blanc, il ne se passe rien, et bon, c'est une façon de communiquer. Je reviens sur la partie gaming. En fait, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, la fin liée au métavers. Le point commun, en fait, la force du gaming, c'est l'immersion. Il y a dans toutes les études sur les meilleures manières d'enseigner quelque chose à quelqu'un, on va toujours vous dire que dans le cadre d'une conférence, là par exemple, nous aujourd'hui nous sommes en mode conférence, on sait que malheureusement 6% de ce que l'on va dire va être retenu, c'est-à-dire les éléments clés. D'accord ? Ça veut dire que 94% de ce que l'on est en train de dire partira aux oubliettes. Je m'amuse un peu, d'accord? Mais ça veut dire qu'il y a 6%... Tu fais pas plaisir, là. Ouais, je sais. Tu fais pas plaisir. On va peut-être partir, en fait, du coup. Mais on n'est pas encore arrivé à 6%, alors on est arrivé à 2%. Et en fait, les gens ne vont retenir que 6%. Et quand on va... Je ne vais pas scinder toutes les étapes, mais quand on arrive sur un processus d'immersion, l'impact est de 90%. Le gaming est là, en fait. Et la réponse, là, tout à l'heure, tu me disais, t'attends que je te convainque. Juste, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un a vécu une expérience, qui peut être liée à une marque, l'expérience, on peut vivre une marque plutôt de la consommer dans le gaming, l'expérience est totalement différente et on rentre dans une autre relation au consommateur qui est, elle, très intéressante. Et on peut prendre on a myriade d'exemples. À nouveau, je pense que Prodigious est très bien placé pour citer des différences ou des statistiques sur la différence entre un placement produit et la pub elle-même. Squid Game, en placement produit, pardon, mais ils ont cartonné. C'est juste une série. Et le lendemain, les baskets se vendaient à prix d'or. Le lendemain. Donc, l'immersion est un moyen d'atteindre les gens
mais là, tu touches un point qui est important, c'est le Graal des annonceurs. C'est de trouver ces idées-là qui, quelque part, vont leur développer leur business model. Oui, aujourd'hui, ils cherchent la performance. Mais c'est pour ça que je parlais de la difficulté des sociétés comme la vôtre, qui à un moment, comme les vôtres, enfin, qui à un moment donné doit pouvoir se positionner par rapport à ce que veut le client. Est-ce qu'il veut qu'il soit vu ou est-ce qu'il veut qu'il soit vécu? Non, bah après, de toute façon, aujourd'hui, la règle, c'est ça qui a changé, c'est la recherche de l'efficacité dans le business. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça. Barre, donc, comment tu y arrives? Donc, entre guillemets, tous les moyens sont bons. Non, mais parce que aujourd'hui, et ça va être de plus en plus, de toute façon, et l'exploitation, l'arrivée de la donnée client va renforcer ça aussi, c'est l'efficacité du business. Donc, l'efficacité du business, oui, donc on va y arriver par des côtés très traditionnels, qui va remplir un certain nombre d'objectifs, de grandes campagnes, etc. Et puis après, il y a les sujets que tu évoques, c'est-à-dire quels sont les leviers que je vais pouvoir activer pour accélérer mon business. Le gaming, effectivement, aujourd'hui, en est un. En est un. Clairement. Clairement. C'est ça. Parce que, je ne vais pas paraphraser ce que Michel vient de dire, mais pour toutes les raisons qu'il a évoquées. Quand on est, d'ailleurs, pour revenir au sujet Web3, Metaverse, etc., on est dans le même univers. Quand tu commences à vouloir faire des expériences, même l'expérience qu'expliquait Antoine, l'expérience qu'on a fait nous en RH, c'est du gaming quelque part. C'est du gaming. C'est parce que et c'est ça l'avantage de tout le sujet dont on parle, c'est que ça me permet d'approcher différemment les relations que là je vais être un peu plus marketeux, mais que les marques peuvent avoir directement avec leurs consommateurs. C'est-à-dire je les mets dans un autre type d'univers, dans un autre type de relation avec la marque. C'est ça qui est intéressant. Mais après, ne nous leurrons pas, l'efficacité finale, c'est vendre. Souvent, quand on parle du gaming, on est très surpris quand on dit gaming, on pense toujours jeune. La moyenne d'âge des joueurs, aujourd'hui, c'est 38 ans. Voilà ce que tu as dit. 38 ans. Donc, on cherchait des solutions pour atteindre une certaine catégorie de population. Le gaming, ça existe depuis... oui, on va dire 40 ans. Depuis 20 ans, ça a rejoint l'industrie du cinéma. Et le gaming grandit avec ces générations comme la mienne. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'étais gamin. Oui, et même au-delà, si on prolonge, ça fait 15 ans que même dans certaines campagnes de communication, on explique qu'il faut intégrer de la gamification. Absolument. Donc il n'y a pas de secret. On voit les agences se structurent. Nous, dans le groupe, une agence comme Marcel, par exemple, a créé un pôle gaming. Un poste. Alors exactement. Un pôle gaming. Alors vous voyez, qui travaille sur toutes les campagnes des annonceurs. Alors, tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a un an, nous-mêmes, on s'occupe de l'emploi, de la formation, des trucs aussi comme ça qui nous intéressent. Et on parlait donc des nouveaux métiers dont on avait besoin. Et Sud-de-Com a décidé de faire un bachelor, gaming. J'ai demandé qui t'appelle. Il m'a dit, mais tu sais, Dominique, on t'a écouté. Ouais. Je lui ai dit, alors, il doit être là d'ailleurs aujourd'hui. Mais on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, effectivement, ça fait naître des initiatives, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est des initiatives, parce que, moi, c'est la première fois que j'entendais qu'il y avait un bachelor sur le gaming. Mais très bien, et c'est officiel, ça a été annoncé. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une espèce de sensibilisation et d'information pour toucher un nouveau public et pour former, effectivement, des jeunes à de nouveaux métiers, parce qu'on cherche quand même des nouveaux métiers. Il y a un élément que tu avais souligné aussi, qui n'a pas répondu à toutes mes questions, loin s'en faut. Je t'ai dit, j'en répondrai qu'à une sur deux. Oui, c'est ça. Alors, tu vas répondre à celle-là quand même. Autre aspect que nous avions évoqué ensemble, c'est tu es assez agacé quand tu vois que tu penses qu'on ne consacre pas assez de valeur sur la créativité et le contenu, et on va dépenser l'essentiel sur les flux et la diffusion. C'est vrai. Ça, c'est un sujet qui parle à tout le monde, et dans le monde du marketing comme qui nous parle bien, parce que effectivement, c'est bien le problème sur le tuyau, là. Puis après, le partage de la valeur. C'est-à-dire, peux-tu exprimer ça? Et j'aimerais bien avoir votre point de vue, vous, qui êtes au cœur de la communication et de la production de la communication. Non, on va pas dire l'inverse, parce que... Oui, mais la réalité, elle est là quand même. Donc aujourd'hui, on ne consacre pas, on ne fait pas les efforts suffisants sur la valeur de la créativité. Tu me renvoies souvent au cinéma, en parlant de ce sujet-là. Et effectivement, on va dépenser plus d'argent pour diffuser.
pour diffuser quelque chose qui ne va pas avoir d'impact. Et quand on en parlait encore dans l'événementiel, tout à l'heure, ce matin, on avait à traiter un certain nombre de segments de marché, on avait double 2, hein, Nicolas, donc son président, il me disait, nous, il faut qu'on soit extrêmement impactant. Et là, il faut faire vivre. Alors, comment on s'explique ça? Donc, parce que en plus, parce que depuis... C'est les agences qui ne font pas leur job? Non, mais parce que les réseaux de diffusion ont explosé aussi. Oui. Donc, tu sais, nous, on avait fait un truc à un moment, on disait, on est passé en 10-15 ans de 5 canaux de diffusion, gros, la télé, le cinéma, aujourd'hui, quand on fait une campagne, il faut qu'on prévoie des contenus pour plus de 300 canaux de diffusion. Oui, ce matin, Café en Prenne nous disait 400. Ouais. Plus de 300, entre 300 et 400. C'est-à-dire aujourd'hui, quand avant tu faisais un film, une affiche et un message radio, aujourd'hui tu fais un film et tu fais 300 autres trucs à côté, ou 350. Donc une fois que tu as tous ces contenus, et ces contenus, il faut les diffuser. Oui. Donc oui, c'est sûr. Alors entre le gratuit, le paye, le truc, maintenant il y a tous les réseaux digitaux, etc. Mais ce qui a évolué aussi, c'est la capacité de diffusion qui a aussi explosé. C'est la capacité de diffusion. Donc tout ça, tout ça coûte beaucoup plus d'argent qu'avant. Oui, mais on ne répond pas à la question. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ce que je t'entends, tu dis, on ne consacre pas assez de moyens pour produire la créativité, donc effectivement, en amont. Est-ce que je m'exprime bien ou pas? Oui. Je vais le transposer dans un exemple qui est très concret dans l'industrie du jeu vidéo, de manière simplifiée, dans toute la partie de la localisation, donc traduction, enregistrement, jusqu'au test d'un jeu. Je schématise, il y a 3 étapes. La première, on reçoit un contenu qui vient de n'importe où, admettons des États-Unis, il doit être traduit. Le coût de la traduction, c'est un coût qui est minime, c'est un tarif au mot qui dépend donc du nombre de mots à traduire. Puis après, ça va être enregistré. Là, le prix devient très significatif, 100 à 200 fois le coût de la traduction, parce qu'il faut réunir un certain nombre de compétences, acteurs, directeurs artistiques, ingénieurs du son, studio, etc. Puis après, il va y avoir le test de jeux vidéo. Et ça arrive encore très souvent que des majors disent... Non, mais pour la traduction, faites-moi le premier prix. Sauf que, après la traduction, il va y avoir l'enregistrement. Si le texte n'est pas traduit de manière intelligente, qualitative, on va avoir un résultat médiocre. Déjà, problème de ciblage et de retombées. Et ensuite, il va y avoir le test qui va dire « Ah non, mais les gars, ça passe pas ». Et donc, on retourne en studio, on refait, etc., etc. Et là, dans le cadre de la publicité, ma grande frustration, c'est de me retrouver effectivement au cinéma. C'est un exemple flagrant. Il y a un certain standing de qualité qui est connu. Publicis fait partie, et Prodigious fait partie des sociétés qui produisent ce standing de qualité. Et d'un coup, on a une pub qui passe juste après pour une major de l'industrie, d'accord ? Et là, on va avoir un son apocalyptique, on va avoir un travail de comédien apocalyptique, un message qui est inaudible. Et là, je le transpose à la télévision. On dit toujours qu'on est en train de zapper au moment des pubs. Non, c'est pas vrai. Il y a des pubs pour lesquelles on se dit on veut rester. Et ce qui m'interpelle, c'est toujours de me dire pourquoi on n'a toujours pas décodé ou démocratiser ce qui fait qu'à un moment donné, on va rester dans l'univers de la pub parce qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser. Le côté cinéma peut parler, ou pourquoi on va zapper. Voilà. Mais ça, c'est le rôle des agences de com. C'est le rôle des agences de com. Mais c'est surtout lié aux annonceurs, parce que nous, on voit le cas. Il y a des annonceurs, effectivement, qui intègrent parfaitement cette donnée, et puis d'autres qui, effectivement, diront, on l'a entendu plein de fois, qui diront non, pas plus. Low cost. Voilà, low cost, pas besoin, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est comme ça, et parce que chez nous, c'est comme ça, et qu'on n'est pas en citant une autre marque, alors que effectivement, et ça dépend effectivement, beaucoup au niveau de la direction du marketing et de la com chez l'annonceur. Oui, donc on a un gros travail de sensibilisation. Tu as des logiques industrielles maintenant derrière l'économie, c'est-à-dire que sur les sujets dont tu parles,
Nous, quand on a un contenu à faire et qu'il faut qu'on transforme dans 50 langues en changeant les packs, etc., tout ça maintenant est industrialisé. Ouais, tout ça est fait maintenant de plus en plus à base d'intelligence artificielle. Voilà, c'est quand tu arrives peut-être sur certaines marques de luxe qui encore peuvent faire, mais il faut avoir conscience que tout ça est automatisé maintenant. Ou dans des pays à bas coût, ou à base d'intelligence artificielle, et ça va être de plus en plus. Voire même demain, toute la partie post-production sera elle-même, de toute façon, automatisée en partie. On le sait, ça. On le sait. Et justement, et pour revenir au sujet de la filière communication, il te reste quoi derrière? C'est-à-dire, et on n'y échappera pas pour des raisons de coût, pour tout un tas de trucs, et l'internationalisation des marchés aussi. Mais il te reste quand même, au final, la patte, je dirais, artistique, créative, la patte créative, la patte quasi, qui reste humaine encore, qui restera. J'espère. Mais toute cette partie-là, oui, de toute façon, c'est indéniable. Donc, est-ce que je dois, en conclusion, qu'une conclusion bien hâtive par rapport au débat, aujourd'hui, c'est pas le relais de croissance de la filière de la communication, donc le Web3. Vous m'arrêtez si j'ai une connerie. Aujourd'hui, non. Ce n'est pas un relais de croissance. Donc, au début. On est au début, donc ça ne constitue pas un relais de croissance donc, pour la filière. Oui. Qui aujourd'hui cherche des relais de croissance, il faut quand même savoir se le dire. Et qu'aujourd'hui, on attend encore le modèle, quelque part. Et j'ai l'impression également que le modèle économique n'est pas encore établi en tant que tel également. Non, en fait, ouais. Et au-delà du modèle, on attend les solutions, en fait. Parce que, ce qu'on disait en préambule, tous les grands changements qu'il y a eu, ils sont liés... Je suis un peu déçu quand même. À un nouveau device, à du contenu qui était adapté et au réseau. Donc, à date, pour le moment, il y a plein d'initiatives de partout. Pour le moment, on n'a pas ces trois facteurs. Ils ne sont pas encore réunis. Qui ne sont pas réunis. Mais tu peux reprendre ce que disait Frédéric tout à l'heure, qui dit que majoritairement, il y a eu des flops, mais il y a aussi des réussites. Il y a je ne me rappelle plus le nom de cette société qui fabrique du vin, qui a commercialisé des NFT. Ça a super bien marché. Et en fait, cette NFT a pris de la valeur et elle s'échange de main en main. Et chaque fois que, dans le cas de leur modèle économique, chaque fois qu'elle passe d'une main à une autre, cette société récupère une royalties. Donc, il existe des schémas qui commencent à apparaître. On en est au démarrage. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut... tous les cas d'usage n'ont pas été explorés, loin de là, on en est vraiment au démarrage. Non, nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez bien compris, donc ça a toujours été un peu notre voie d'investigation à l'Observatoire. Quand on regardait l'innovation et les startups, ce qui nous intéressait, c'était la façon dont elles disruptaient les métiers, la façon dont elles créaient de la valeur dans les métiers. Ces nouvelles tendances qui sont les Web 3, en quoi elles vont être des relais de croissance? C'est pour nous l'élément majeur, sachant qu'on sait qu'on est une économie dans la communication qui est plutôt flat, quoi qu'on en dise. Donc voilà, c'est ce sujet-là qui est important. Et j'aurais presque envie de dire, c'est à vous, Keywords, peut-être d'évangéliser sur le gaming les grandes marques. Pour permettre aux acteurs est-ce qu'il n'y a pas un jeu à trois en triptyque en disant, voilà, moi j'évangélise auprès des grandes marques parce que le gaming, ça semblerait plutôt les intéresser. Nous, on apporte la valeur parce qu'on sait la produire, et de qualité, comme tu le rappelais. Est-ce que ce n'est pas des alliances de cette nature? Nous sommes déjà sollicités de partout. Comme tu le disais, le gaming est attractif. Après, je pense qu'il faut se replacer dans une temporalité technologique. C'est un point dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, je crois que c'est toi qui parlais le fait que ça ne soit pas accessible. Non, c'était toi qui parlais que ce n'était pas accessible sur les smartphones. Qu'est-ce qui va faire que ça va exploser? Ça va être la démocratisation de lunettes VR. Aujourd'hui, on est avec la moitié les casques VR, ils ont ça d'épaisseur. Il y a 2 semaines, j'ai été à un congrès des Meta Days et ils ont montré qu'ils avaient déjà diminué l'épaisseur de moitié. Donc le moment où ça va vraiment se démocratiser et ça va vraiment exploser, parce que là, pour le coup, il faut se remettre dans un contexte où tout ce qui est VR produit une émotion. Pour ceux qui ont vu Ready Player One, c'est une très belle illustration d'un possible futur du métavers. La VR
produit une émotion. Donc à ce niveau-là, il est clair qu'au moment où ça va se démocratiser, ça ira très vite. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant que les grands groupes s'essayent, que des cas d'usage appareillent. On est encore dans un bac à sable, comme disent les développeurs. On est encore au moment où on teste des solutions. Et puis il va y en avoir une qui va apparaître, il va y avoir une deuxième. Il y aura un grand boom lié au fait qu'à un moment donné, tous ces métavers pourront communiquer les uns avec les autres. Voilà, donc en fait, la recommandation, c'est de se dire plutôt, il faut y aller déjà pour s'essayer, pour rencontrer son public. À nouveau, il y a des marques qui l'ont fait, ça a fonctionné. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il n'y a qu'en France où on a peur de l'échec. Non, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et il faut le tester parce qu'il y aura un moment où ça va partir très fort. Ça va partir très fort. Bien. À la fois enchanté et à la fois un peu déçu. J'espérais trouver le Graal en cette fin d'après-midi, donc je ne l'ai pas trouvé. On n'a pas la prétention de... On a plein d'idées, mais sans aucune prétention de détenir la vérité. Donc Non, certainement. Et je vous remercie de votre sincérité et de votre clarté. Je pense qu'effectivement, on reste très en veille sur ces sujets-là. Donc on aura probablement l'occasion de se revoir pour voir un peu les points d'avancée. Je pense que maintenant, il faut qu'on regarde par jalon comment les choses évoluent, comment elles annoncent et comment les annonceurs eux-mêmes s'emparent du sujet. Complètement, parce que de toute façon, ça va passer par là. Ça va passer par là. À un moment, quand les annonceurs vont commencer à se développer et surtout à investir. C'est ça qui va investir, aussi, dès qu'ils vont investir. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter que sur les plateformes et les acteurs. Il va falloir que les marques, c'est comme ça que ça va démarrer. C'est comme ça que le web, va décoller aussi. Donc, Tout à fait. Bien, écoutez, merci encore de vous être rendu disponible. Merci pour cet temps d'échange et de partage. Et puis de toute façon, à très vite.